Ton avantage concurrentiel numéro 1, c'est kiffer ton projet. Je conseille aux débutants de nous rejoindre. Tant que t'as pas de product market fit, va vite. Yomi, multimillionnaire, il a créé plein de projets, entrepreneur à succès. Sa cible, c'est justement des gens qui ont jamais fait d'entrepreneuriat, qui ont pas d'argent. Il est à l'opposé de la cible à laquelle il parle. Et pourtant, c'est le numéro 1. C'est la vitesse qui doit régner, c'est la vitesse que tu dois prioriser. C'est pas la qualité. Salut à tous, du coup on se retrouve pour le 3e épisode d'un coaching en live. L'objectif c'est de répondre aux questions d'un débutant / un intermédiaire qui a envie de créer sa première marque e-commerce à succès. Et dans cet épisode, il y a pas mal de questions auxquelles justement on va traiter, que sans doute tu es en train de te poser mais tu galères à trouver les réponses. Donc accroche-toi parce qu'il y aura pas mal de valeur. Et j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Sven. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qui es-tu? Présente-toi rapidement. Salut tout le monde, bah écoute, moi je m'appelle Sven, comme tu l'as très bien dit. Ça fait maintenant un bon moment que je suis dans l'accompagnement avec Sofiane. Je me suis un peu perdu entre temps et puis voilà, hein, j'ai découvert l'e-commerce via Sofiane. Je me renseignais de loin à l'e-commerce mais jamais fait le pas pour rentrer dans l'e-commerce. Et un jour je suis tombé sur une vidéo de Sofiane et ça m'a parlé et puis j'ai pris l'accompagnement. Voilà. Quand tu as pris l'accompagnement, tu avais déjà créé des boutiques dropshipping / e-commerce? Non, j'avais rien fait. Je regardais des vidéos de Marcus Lawrence pour te dire. Ok. Et ça faisait depuis combien de temps que tu avais envie de te lancer dans l'e-commerce avant que tu prennes l'accompagnement? Ça faisait, alors l'e-commerce, je pense que j'avais pas forcément envie de me lancer, mais moi j'ai toujours été un peu passionné par l'entrepreneuriat, ça veut dire que j'avais toujours envie d'entreprendre. Et puis un jour je suis tombé sur une de tes vidéos et puis ça a été l'occasion pour me lancer dans l'e-commerce spécialement, tu vois. Ok. Et est-ce que justement avant de prendre cet accompagnement, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé ça mec en vrai, est-ce que tu as eu des peurs, des blocages ou toi c'était directement let's go, j'y vais, je sais que c'est une opportunité? Comment ça s'est passé cette prise de décision? En fait je pense que j'ai eu une peur sur le fait que c'était quand même un investissement et puis quand même sur le marché français on parle assez mal de tout ce qui est accompagnement, formation et infoprenariat en général. Du coup je pense qu'il y a une peur par rapport à ça. Par rapport aussi au fait, dans le social, comment tu vas dire aux gens que tu investis une aussi grande somme sur quelqu'un que tu connais pas, sur Internet et tout. Je pense qu'il y a tout ça, mais une fois que tu te lances, après, quand tu rentres dans l'accompagnement, tu te rends compte qu'il y a rien en fait. C'est juste plus une opportunité qu'une peur en fait. Ok. Bah écoute, let's go. Petite session de coaching. Est-ce que tu as des questions? Je pense que oui, j'espère que oui. Ces questions-là, on va les traiter une par une, step by step. Et le but, c'est que tu repartes de cette session de coaching avec full réponse pour pouvoir directement mener à bien ton projet. Bah écoute, super. Dis-moi tout. Alors, moi, j'ai organisé les choses dans l'ordre. Ça veut dire qu'on commence par la recherche produit et puis on avance. Et on remonte vers la... Ok, vas-y. Exactement. Vas-y. Du coup... Je sais très bien que c'est difficile de faire des généralités en définissant les 10 points primordiaux à prendre en compte avant de se lancer sur un produit. Et je sais très bien que tu as souvent répondu à ce genre de choses. Du coup, je ne vais pas te poser exactement ces questions. Mais je vais plus te poser, si une personne regarde cette vidéo, quelle question tu lui dirais de se poser avant de partir sur un produit, pour être sûr que c'est un produit qui lui correspond? Alors, pour avoir le bon produit, t'as pas énormément de questions à te poser. La première, c'est déjà, il faut que tu vendes un produit qui est efficace. Il faut que ton produit, une fois qu'on l'utilise en tant que client, il y ait des efficacités au maximum au bout de 14 jours. Donc déjà, pose-toi la question, il faut qu'il y ait de la preuve derrière, donc backé par la science, des études, des avant-après, des avis clients, quoi que ce soit. Mais est-ce que ton produit est efficace en max 14 jours d'utilisation une fois qu'on commence à l'utiliser? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avoir un plan économique qui est solide. Que ce soit les exigences, les standards, la concurrence, tout est de plus en plus fort et de plus en plus élevé. Donc forcément, en termes de marge, et les coûts Facebook aussi commencent à être de plus en plus forts. Tu dois arriver avec un projet où le plan économique est solide. Si tu vends un bout de plastique à AliExpress à 25 € alors qu'il n'y a aucune récurrence, ça va être compliqué d'être rentable sur le long terme et de créer une marque e-commerce à succès.
Donc pour ça, il faut minimum que tu vendes un produit à 70 euros. Si jamais il y a de la récurrence, tu peux le vendre beaucoup moins de 70 euros. Maintenant, tout dépend de la récu. Si c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et là, c'est une stratégie de pricing. Mais minimum 70 euros de prix de vente si pas de récurrence, avec du 75% de marge brute. Donc ton produit, tu le touches à un certain prix, tu comptes la livraison, etc. Et à combien tu le vends. Et la différence entre ces deux-là, ça doit être du 75% minimum de marge brute. Donc ça, tu dois avoir de la preuve via des fournisseurs, etc. Ça, c'est la deuxième question à se poser, avoir un plan économique qui est solide. La troisième, c'est avoir un produit qui est mainstream, mais qui est ciblé. C'est-à-dire que il faut que tu saches à qui tu vas parler, la cible à laquelle tu vas parler, c'est quoi le problème auquel elle fait face, comment tu vas pouvoir te différencier finalement de tes concurrents, et finalement ne pas parler à trop de monde, ne pas être en concurrence avec trop d'acteurs, et avoir une façon de te cibler qui te permet justement d'être différent des autres. Et ça, avec le produit, peut-être que tu auras des questions là-dessus, mais on va pouvoir le voir. Donc mainstream, mais pas trop non plus. Donc pas trop niché, pas trop mainstream. Et ensuite, un produit qui est marketable. Genre un produit qui est léger, facile à intégrer dans la routine au quotidien de ton client, facile à marketer, c'est-à-dire il y a un effet wow, tu peux rapidement devenir viral avec ton produit, c'est pas chiant à créer du content, faut pas s'organiser toute la journée, c'est facile. Et en vrai, tu as un produit qui est marketable, tu as un produit qui est mainstream et ciblé, tu as un plan économique qui est solide, tu as un produit qui est efficace en moins de 14 jours, c'est bon, tous les feux sont ouverts pour que tu le valides et que tu puisses passer à autre chose. Et après, oui, bien sûr, tu as ce truc de est-ce qu'il y a de la demande? Donc, va voir le volume de recherche sur SEMrush, va voir sur Google Trends l'état de santé, va voir tes concurrents s'ils font du chiffre et si tu as de la concurrence, et va voir sur les réseaux sociaux s'il y a du contenu qui est fait sur ta thématique, sur ta cible, etc. Et quand tu as tout ça, bah en fait, tu as retourné tout Internet, tu regardes si tout est OK, let's go, tu vas. Ok. Et juste par curiosité, je sais qu'il y a souvent le débat de est-ce qu'on doit partir sur un produit qui nous touche particulièrement ou juste sur un produit où on pense que c'est un bon coup au niveau du business. Qu'est-ce que toi tu conseilles sur ça? Est-ce que faire un entre-deux? Qu'est-ce que tu conseilles sur partir sur un produit qui nous touche vraiment ou sur un produit qui nous intéresse businessment parlant? Au début, pour faciliter ta première aventure, ne pas être dégoûté et mettre toutes les chances de ton côté, va sur un produit qui est cohérent avec toi, parce que tu vas kiffer le process, parce que tu vas vouloir bosser, parce que ça va trop bien se passer. Et en fait, c'est ton avantage concurrentiel numéro 1, c'est kiffer ton projet. Maintenant, il faut quand même que ça ait du potentiel, mine de rien. Par contre, quand tu es un peu plus avancé, que tu as du budget, que tu as des compétences, que tu as une équipe, là, tu peux aller sur des projets qui ne... Quand je dis ne te passionne pas tant que ça, non, c'est plus, tu n'es pas l'avatar client de ton projet. Par contre, il y a un énorme potentiel niveau business. Let's go, on peut y aller. Moi, au début, tu vois, j'allais uniquement sur des projets que je pouvais acheter, où vraiment je pourrais être le client. Mais au fur et à mesure que j'avais du budget, une équipe, des compétences, je suis allé sur des projets qui avaient vraiment du potentiel, avec lequel j'avais quand même une certaine attache émotionnelle. Mais voilà, par exemple, je pouvais parler à des femmes qui avaient 45 ans alors que j'étais un mec qui avait 18 ans, tu vois. Mais parce qu'il y avait tellement de leviers à utiliser que ça ne créait pas forcément de frein, quoi. Le problème, en fait, moi, sur les gens que j'ai vu se positionner sur le sujet, est-ce qu'il faut partir sur un produit que t'aimes ou sur un produit que t'apprécies mais qui ne tient pas particulièrement à cœur, c'est que la plupart des gens, en fait, disent que le produit que tu aimes, le problème, c'est que si à un bon moment, tu dois te confronter, te poser des bonnes questions en mode est-ce que c'est vraiment un projet qui va marcher? Oui. T'aimes tellement ton projet que tu te les poses pas. En fait, quand même, tester un produit, il y a tellement de choses à tester que tu peux tellement tout vendre et faire de l'argent avec n'importe quel produit que ça va fonctionner. Et si ça fonctionne pas, c'est juste que t'as pas la bonne équation à succès, t'as pas le bon cocktail gagnant. Donc en fait, il y a tellement d'angles marketing, de formats, de concepts, de canal d'acquisition à tester que à un moment donné, tu vas trouver le cocktail. Peut-être tu peux le trouver dès le jour 1, peut-être au bout d'une semaine, peut-être au bout de 30 jours. Et en fait, c'est démotivant au fur et à mesure que tu testes des choses que ça fonctionne pas. Mais sache que dans n'importe quel produit, il y a un angle de vue que tu ne sais toujours pas et qui va te permettre finalement de faire énormément d'argent avec, il faut que tu le trouves. Par contre, si tu as testé plein de trucs et juste en as marre et ça te passionne même plus, passe à autre chose. Tu fais ton petit deuil de projet pendant 2 jours et ça y est, tu vois, tu passes à autre chose. Ok. Bah, super intéressant. Et tu sais, comme tu le sais, moi actuellement, je suis sur un projet, j'ai fait une longue recherche produit. Ouais. Je suis sur un projet qui est entre guillemets un peu innovant quand même. Mm-hmm. Et j'ai l'impression quand je parle avec des personnes qui sont au même niveau que moi, c'est-à-dire débutants en e-commerce, je me rends compte qu'on veut tous partir sur des produits innovants, en fait, inconsciemment. Parce qu'on a l'impression, dans le fait qu'apporter une innovation,
ça va vendre. En fait, au final, ça serait pas plus intéressant de juste partir sur un produit qui se vend déjà et juste aller se concentrer sur une segmentation de marché que nos concurrents n'ont pas forcément fait ou trouver des nouveaux angles marketing intéressants à marketer. Au final. En fait, quand tu commences, j'ai l'impression que tu as très souvent le syndrome de l'imposteur, où en fait tu vas avoir l'impression d'être un arnaqueur si tu vends quelque chose qui est déjà vendu par des concurrents, et en fait, tu te dis non, ça serait trop simple pour que ça fonctionne. Et du coup, tu te mets des bâtons dans les roues sans le savoir, en te disant, mais tu sais quoi, quitte même à chercher le produit gagnant, le produit brillant. Du coup, tu as une recherche produit qui dure 3 mois parce que tu t'obstines à vouloir chercher le produit le plus innovant qui existe. Alors que vraiment, si tu veux créer ta première marque e-commerce à succès, comme tu l'as dit, et c'est la meilleure chose à faire, tu regardes ce qui marche, tu le refais, mais par contre, tu le refais pas en étant une pâle copie de ce qui marche déjà, parce que ça va pas fonctionner. Tu reprends ce qui marche, quelque chose, un produit qui fonctionne, il y a déjà des concurrents, ils font du chiffre, mais sur ce produit, même s'il est identique à tes concurrents, essaye de trouver une manière dans la façon de marketer, de te positionner sur le marché, différent justement de tes concurrents, et ça va te permettre de faire tes premiers 10, 20, 30, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok. Donc ouais, faut pas chercher le produit innovant du moment. Non, on va sur un produit qui fonctionne déjà. Ouais. Ça, c'est un peu le problème, je pense qu'on a. Après, je sais pas, je pense que tu vois plus de débutants que Ah oui, mais c'est clairement que moi, ça, je mec. vois pas. Bah oui, mais J'ai la recherche l'impression produit qu'on très part souvent. tous sur Bah des oui. produits innovants, quoi. Bah forcément. Non, c'est là tu vas sur un produit qui fonctionne déjà, tu te casses pas la tête. Et en fait, t'es tellement débutant que là, ta target principale, c'est monter en compétence. En fait, il faut que ça soit ça ton focus au quotidien. C'est comment devenir la personne la plus compétente possible. En gros, il faut que tu fasses partie du top 1% des meilleurs e-commerçants qui existent dans les prochains mois. Mais en fait, tu vas pas y faire partie si tu prends 3 mois à trouver un produit. Parce qu'après, il te reste trop peu de temps pour faire le restant du process pour créer une marque. Donc tu trouves un produit qui fonctionne, tu retournes tout Internet avec tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, tu respectes tout ça, dès que les feux sont ouverts, et c'est pas rare d'avoir tous les feux ouverts sur tout ce que j'ai dit au début, tous les critères à respecter. Tu peux l'avoir très simplement avec la majorité des produits. Une fois que tu l'as, là tu mets le process en place. Tant que tu n'as pas testé ton produit, tant que tu n'as pas de product market fit, va vite. C'est la vitesse qui doit régner, c'est la vitesse que tu dois prioriser. C'est pas la qualité. Parce que très souvent, ça c'est le deuxième problème, un débutant il est trop perfectionniste. Il veut trop bien faire les choses. Tant qu'il n'y a pas de product market fit, tu vas vite, tu fais les choses de façon brouillon, en respectant les indispensables et les choses quand même à devoir respecter. Puis après, boum, tu testes. Et après, si ça marche, là, c'est pas tu vas te reposer sur tes acquis, mais si ça a fonctionné, tu capitalises sur ce qui fonctionne. Si ça marche pas, ok, bah déjà, t'essayes, tu vois, de tester des nouvelles choses. Mais au début, faut pas prendre 10 ans tant que t'as pas testé ton produit. Tu perds trop de temps. Ok. Ok, bah écoute, merci pour les conseils. Du coup, là, moi, ce serait plus des questions orientées sur tester le produit, le potentiel d'un produit. Ok. Comme tu le sais, moi, j'ai passé énormément de temps sur cette étape, parce que je pense aussi j'ai kiffé, et puis dans le truc de tester le potentiel de son produit, je pense qu'il y a aussi l'apprentissage de comment parler à un prospect, comment parler à un potentiel client, 100%. apprendre à parler aux gens sur les réseaux sociaux. Au final, je me rends compte de quoi en fait, il n'y a rien de plus réel de confronter son produit au marché. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, la mesure du potentiel, c'est pas au final une perte de temps un peu? Ça peut pas être considéré comme ça. C'est pas de la perte de temps, c'est de la perte de temps si t'en fais trop. C'est tout le temps la même chose. En fait, si t'en fais trop, oui, tu perds du temps parce que t'as pas besoin d'en faire trop. T'as besoin d'avoir entre 40 et 70% des infos pour valider et passer à autre chose. T'as pas besoin d'avoir 100% des infos, t'as pas besoin d'avoir 100% des étapes réalisées pour passer à la prochaine. Et ça, très souvent, les gens ne le comprennent pas. Ils se disent, non, il faut que je réalise 100% l'étape de la meilleure des manières possibles. Non, t'as pas besoin. Donc, il faut mesurer ton produit, mais la meilleure façon de mesurer le potentiel d'un produit, c'est de le tester, comme tu as dit, donc de le confronter au marché. Mais tu peux déjà avoir des premières pistes pour savoir si tu vas dans la bonne direction avec tout ce qu'on a dit au début de la vidéo sur les critères à respecter dans la recherche produit. Ok. Faut le faire, mais faut pas prendre trop de temps, tu vois, pour le faire, sinon tu perds du temps. Ouais, parce qu'au final, il n'y a rien de plus vrai que le confronter Exactement. au marché. Ok. Et comme j'ai dit, même en confrontant mon produit au marché, par rapport à mon positionnement, je ne sais pas vraiment si mon positionnement, la segmentation de marché ou les angles marketing sont bons et si c'est comme ça que je dois présenter le produit. À quel moment je dois décider de prendre une décision, c'est un pléonasme. Je dois décider
de arrêter avec ce produit et pas de me dire vas-y, il y a toujours aussi une autre opportunité, un autre angle marketing qui peut marcher. À quel moment on se dit voilà, ce produit c'est bon, on arrête. On passe à autre chose? On passe à autre chose. Ouais. Ok. À partir du moment où tu as testé tous les canaux de communication primaires, c'est-à-dire Facebook Ads, Google Ads à la limite, mais c'était en monoproduit, non. Marketing d'influence, TikTok Ads. Quand tu as testé tous ces canaux et vraiment tu les as testés de A à Z, c'est-à-dire tu as testé tous tes formats, tu as testé tous les angles marketing, tu as testé plein de concepts, tu as testé tous ces canaux, ça n'a pas fonctionné à chaque fois, perds pas de temps, on va sur autre chose. Par contre, tu as juste testé Facebook Ads depuis 3 jours avec 50 € de budget par jour, ça n'a pas fonctionné, t'es qu'au début. Donc là, va tester autre chose. La marque Dostu, qu'on parle, qui fait beaucoup de micro-trottoirs et qui vend des boissons, qui cartonne, au début, elle faisait du Meta Ads, ça n'a pas fonctionné, elle faisait que des statiques, bah, elle n'a pas décidé d'arrêter. Elle a dit, vas-y, viens, on fait de l'organique, on teste des micro-trottoirs. Elle a testé, là, ça a fonctionné. Parce qu'au final, j'entends bien tes conseils, mais au final, des angles marketing sur un produit, t'en as infiniment, tu vois. Ça veut dire que moi, je veux bien entendre que tu me dis, vas-y, tu testes des angles différents, mais tu n'auras jamais testé tous les angles. Tu pourras toujours te dire, vas-y, il y a un autre angle que j'ai pas forcément vu. Ouais, mais tu testes les angles primaires. Pareil, tu vois, tu testes les angles qui fonctionnent. Genre, tu vas sur les réseaux, tu tapes le nom de ton produit, le nom de ta niche, tu vois que ça va tout le temps être les mêmes choses qui ressortent. Exemple, tu sais, quand j'avais fait le truc du baume à lèvres, c'était tout le temps les mêmes choses qui ressortaient. C'était l'angle hydratation, l'angle du goût et l'angle de healthy, en mode est-ce qu'il y a des bons produits dedans. Et c'était tout le temps ça qui ressortait. Il y en a peut-être d'autres, sans doute, mais ces trois-là, c'est les primaires, tu vois. Et en fait, c'est ça que tu testes. C'est tout le temps les angles marketing primaires. Parce que oui, sinon, il y en a une infinité, mais tu regardes ceux qui sont le plus marketés. Ok. Ça, très souvent, il y en a entre 3 et 5, pas plus. Ouais, bah, je voyais pas la chose comme ça. En fait, il y a toujours des primaires. C'est ça. Final, et c'est comme ça dans le business. En fait, tu vas tout le temps vers le primaire. C'est loi de Pareto. En gros, c'est ça. Tu prends tous les angles marketing, fais la loi de Pareto. Et tu verras à chaque fois que sur tout ce qui marche, c'est tout le temps 20% des angles marketing existentiels sur ce produit-là qui fonctionnent à 80% mieux que les autres. Ok. Voilà. Ben écoute, je voulais aussi savoir plusieurs choses. Est-ce que toi tu considères que savoir parler à un client, savoir parler entre guillemets à un prospect, c'est une compétence qu'il faut avoir dans l'e-commerce qui est vraiment intéressante à apprendre à faire, c'est-à-dire savoir parler à un client, comment lui vendre la chose, même pour le potentiel de ton produit, savoir comment obtenir les réponses que tu as un peu envie d'obtenir d'une personne sans la frustrer, sans qu'elle te bloque, sans qu'elle parte et tout. Est-ce que c'est une compétence qui est importante pour toi et que tu recommandes aux gens? Et là, c'est pas dans l'aspect marketing, c'est dans l'aspect connaissance de cible, tu parles. Ouais, là je parle dans l'aspect connaissance de cible et même je parle dans l'aspect plus généralement de la vente. Dans le fait que je pense qu'à un bout d'un moment, quand tu as envie que ta marque elle décolle, tu essaies de faire tout. C'est-à-dire que le canal de prospection, d'envoyer un message à chaque personne qui interagit avec toi, il peut être intéressant. Mais le problème, c'est que, par exemple, on voit souvent, il y a beaucoup de gens qui, le truc d'aller parler avec leurs clients, ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce qu'ils ont très peu de réponses, tu vois. Et pourquoi ils ont très peu de réponses? Je pense que c'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'aller parler avec un client, aller prospecter une personne, c'est une connaissance. Est-ce que pour toi, c'est vraiment quelque chose de primordial à apprendre quand tu fais de l'e-commerce ou pas vraiment? Aller parler au client, je considère que oui. T'en as qui diraient non, je pense. La majorité dirait non, t'as pas besoin forcément de ça. Moi, je considère que oui parce que c'est la meilleure chose à faire pour comprendre son langage, pour parler de la même langue que ton client, pour savoir sa situation actuelle, sa situation désirée, ses frustrations, ses données psychographiques, démographiques, pour en fait vraiment le comprendre à 100% ton client. Ça fait partie de la vente et c'est la base de la vente, c'est savoir ce que tu vends et à qui tu le vends. Et là, du coup, on va parler à qui tu le vends. Et il faut que tu saches parler à tes clients. Tu sais, il faut que tu fasses des entretiens en fait avec lui. Quitte même à en faire dans la vraie vie avec des amis à toi qui représentent ta cible. Quitte même à faire des appels avec des gens que tu connais peut-être en visio. Ou même parler en one-one, en DM sur Insta, TikTok, groupe Facebook, Messenger. Donc ouais, c'est primordial. Mais ça nécessite pas, tu vois, d'être ultra compétent. Enfin, pour être bon là-dedans,
faut pas non plus être bac plus 5, tu vois. Du chat GPT, juste, ça fait l'affaire. Tu lui dis, moi j'ai envie de connaître ça, ça, ça de mon client, quelles questions je dois poser, tu es expert en psychologie humaine, lui il va te poser les bonnes questions, tu les reprends, tu les copies-colles, et après tu bombardes. Et c'est là où c'est de la prospection. Les gens ont peu de réponses parce qu'ils envoient pas assez de messages. En gros, de la prospection, tu envoies 1000 messages. Tu as 100 vues, sur 100 vues, tu as 10 réponses, sur 10 réponses, tu en as une qui est vraiment intéressée par acheter ton produit. En gros, c'est ça. Mais tu es obligé de passer par là au début pour vraiment avoir de la data qui vaut de l'or sur ton client. Et pour toutes les personnes parce que on les connaît, les petits filous qui pensent que parler avec leurs clients, c'est trop d'implications, qui ont déjà la flemme, et qui parlent juste avec ChatGPT. Qu'est-ce que toi tu dirais aux personnes qui disent mais vas-y, je peux faire très bien de l'extraction d'avis Amazon et parler avec ChatGPT et ça fait l'affaire? Oui, c'est vrai, ça fait l'affaire au début, mais il n'y a rien de mieux que parler à un client. Enfin, tu vas te rendre compte c'est totalement différent. Parler à un client, il répond à ta question avec ses propres mots. C'est-à-dire, tu vas repérer ses émotions. Tu vas voir à quel point, tu vois, les mots qu'il utilise. Tu peux le voir avec les avis. ChatGPT, il n'y a pas cet aspect humain, vu que c'est une IA, il n'y a pas ce truc-là. Mais tu as quand même besoin, et tu n'es pas obligé de le faire avec 100 personnes. Juste, va voir 10 personnes qui représentent ta cible. Mais ça, tu peux les avoir en 24 heures, 10 personnes. Tu vas juste parler à 10 personnes. Fais ce travail-là et tu vas te rendre compte que c'est la chose qui va te rapporter le plus de valeur dans tout le travail à faire sur la connaissance client. Et dans tout ce travail-là, on met avis Amazon, etc., extraire tout ça. C'est la chose qui va t'apporter le plus de valeur. Ouais, en soi, en fait, faut pas faire l'un ou l'autre, faut faire les deux. Faut faire les deux, bien sûr. C'est comme tout. Ok. J'ai aussi, du coup, une autre question pour rester dans la thématique du meilleur, du potentiel du produit. Quand tu lances un produit, le fait de se positionner, le fait de se lancer, j'ai l'impression que ça demande quand même pas mal de spéculation sur le fait qu'on n'a pas de vraies données, de vraies expériences passées. Et moi, personnellement, ça, c'est quelque chose qui m'a dérangé. Et je pense que même, il y a la plupart des autres débutants qui hésitent sur se lancer. C'est quelque chose qui les dérange sur le fait qu'en fait, ils ne sont pas vraiment confiance. C'est-à-dire que tu es un peu obligé de spéculer sur certains points, par exemple le positionnement et tout, parce qu'à un bout d'un moment, tu es obligé de prendre des choix. Et ces choix, tu le fais... Oui, parce que tu ressens quelque chose, mais c'est pas ce que tu ressens, c'est pas vraiment sur de la data que tu as eue au fil des années, sur des expériences passées. Est-ce que il y a un moyen pour être moins spéculatif, pour savoir ce que son avatar client, les angles marketing à adopter et le marché et tout ce qu'il faut savoir, quoi. C'est-à-dire, je me suis un peu mal exprimé, c'est-à-dire l'avatar client, bien connaître son avatar client, les angles marketing, le marché sur lequel lancer et comment parler à son avatar client et tout. Est-ce qu'il y a des moyens d'être moins spéculatif là-dessus et être plus, entre guillemets, terre à terre, à bout d'un moment, pas prendre des décisions qui peuvent te faire regretter par la suite? Déjà avoir un coaching, de 1, parce que du coup tu te bases sur un mec qui est bon, qui est passé par là, donc lui il va te dire comment être moins spéculatif là-dessus, première chose. Tout seul, je comprends que ça peut l'être. Deuxième chose, avec un coaching ou sans un coaching, même si tu doutes ou quoi que ce soit, ou tu es spéculatif là-dessus, teste. Et puis, si tu as eu tort, c'est pas grave. Enfin, il n'y a personne qui va te juger, il n'y a personne qui va t'insulter, il n'y a personne qui va vraiment bien te regarder. Tu es débutant, tu testes quelque chose. C'est ton projet, tu vois. Il y a personne d'autre que toi qui priorise à ce point-là ton projet et qui va tant douter que toi. Donc en gros, teste, même si tu n'es pas sûr à 100%, parce que tu vois, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On n'a pas besoin d'être sûr à 100% avant de valider une idée. Tu as besoin d'être sûr entre 40 et 70%. Dès que tu es dans cette tranche-là, moins de 40, non, tu n'as pas assez de data, du coup, tu n'es pas assez sûr. Trop peu. Plus de 70%, tu es en train de perdre du temps, parce que tu as trop envie d'être sûr. Donc dès que tu es entre... et ça, c'est la méthode Powell, tu vois, le mec de l'armée américaine, et j'avais déjà dit ça, qui avait inventé cette théorie, entre 40 et 70%. Dès que tu es dans cette tranche, vas-y, passe à autre chose, teste. Si ça fonctionne pas, bah au moins tu auras testé, tu sais que ça, tu le barres et tu testes autre chose. Mais il faut pas non plus trop tarder, trop te dire, ok, bon là, j'ai envie d'être terre à terre, j'ai envie d'être sûr que j'ai pris la bonne décision, j'ai envie d'être sûr que je suis en train de mettre la bonne tâche en place, j'ai envie d'être sûr que ce résultat... Non, teste. Et en fait, c'est confronté au marché, comme on disait au début, c'est ça qui va vraiment te donner du feedback. C'est pour ça que pré-product market fit, tu es sûr de rien. Même si tu penses être sûr, sache que tu ne l'es pas. Donc, teste et au moins là, tu vas vraiment te reposer sur des retours clients réels du marché. Donc, c'est tout le temps tester rapidement. Ouais, mais parce qu'en fait,
je pense, j'ai un peu analysé moi personnellement la peur que j'ai avec ça, et je vais juste te l'expliquer pour que tu puisses peut-être pouvoir me conseiller. En fait, moi je me rends compte que le fait d'être spéculatif, ça me fait pas forcément peur, mais ce qui me fait peur, c'est que on est obligé de spéculer à un stade assez avancé de notre projet, c'est-à-dire vraiment sur les bases de notre projet. Tu vois, quelque chose comme le positionnement, quelque chose comme mesurer le potentiel de notre projet, moi personnellement, ça me fait plus peur que juste me lancer en organique et devoir spéculer sur qui je vais targeter en faisant mes trucs en organique, parce que c'est vraiment la base de ton projet. Du coup, ça fait un peu peur de se louper là-dessus. Tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que si tu te loupes là-dessus, après, il y a tout ce qui se construit par-dessus. Ouais, mais sache qu'il y a de grandes chances que tu te loupes en vrai au début. Il y a de grandes chances que tu te loupes. Donc dis-toi, et en fait, pars de ce principe que, allez, dans tous les cas, tu sais quoi, tu pars sur un espèce de portrait que tu crées, tu penses que tu as raison, tu penses que là, tu as une base qui est solide. Dès que toi, tu es sûr de ta base, et justement, ça, un coaching, ça peut t'aider, mais dès que toi, tu te dis, ok, là, en vrai, je pense que j'ai créé un... En tout cas, je suis satisfait de mon boulot, c'est pas ça autre chose. Tant que t'es pas satisfait, oui, il manque des choses. Mais du coup, essaye de mesurer, d'après toi, ça serait quoi le travail bien fait? Et après, tu te mets des tâches, tu vois, à réaliser. Dès que tu as réalisé ces tâches, est-ce que là, tu es satisfait du boulot que tu as fait? Oui ou non? Non, pourquoi tu n'es pas satisfait? Et tu vois, en fait, tu creuses au fur et à mesure dans ton insatisfaction. Dès que tu es satisfait, vas-y, ça y est. Passe à la tâche suivante et après, tu vas justement te confronter au marché. Ok, ok. Bah, écoute, parfait. Du coup, là, ce serait plus des questions par rapport au positionnement, même si avant, c'était des questions pas que sur Ouais, la c'était mesure du entre potentiel. Ouais, recherche produit, positionnement. ouais, c'était un peu de tout. Hmm. Moi, il y a quelques mois, en parlant à mon avatar client, je me suis rendu compte que même si je lui posais des questions, même si on avait des conversations assez constructives, j'apprenais pas grand-chose de lui. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à appliquer à mes conversations avec mon avatar client slash prospect pour essayer d'apprendre le plus possible et de réellement le comprendre? Alors, pour comprendre ton client, tu as besoin d'avoir de la data sur ses données démographiques et de la data psychographique. Pour ça, tu vas devoir comprendre un petit peu et faire une moyenne de, en termes d'âge à qui tu parles, en termes de genre, en termes de pays, de localisation. Ensuite, tu vas devoir en savoir plus sur ses valeurs, ses peurs, ses croyances, ses frustrations, ses objectifs, ses motivations, etc. Tu vas devoir comprendre, et en fait, juste, tu vas poser des questions pour en savoir plus sur ces points-là. Ensuite, ce que tu dois identifier, c'est son problème principal auquel il fait face. Les 3 causes racines principales qui ont donné lieu à ce problème-là. Tu vas devoir comprendre les conséquences de ce problème en termes de finances, en termes de pratiques, en termes d'émotions. Tu vas devoir comprendre les moments déclencheurs, c'est-à-dire que quand le problème est au pic finalement de son existence, qu'est-ce qui se passe? Donc comprendre les déclencheurs de ce problème-là, qu'est-ce qui fait que le problème est déclenché? Et tu vas devoir comprendre sa situation actuelle et sa situation désirée à ton prospect. C'est tous les points que tu dois comprendre de ton prospect. Et du coup, grâce à tous ces points-là, vont naître des questions à devoir lui poser. Tu poses ces questions et à chaque fois, tu documentes chacune des réponses à chaque réponse, enfin chacune des réponses à chaque question. Tu les mets dans un tableau, tu fais ça sur une dizaine de personnes et après, tu fais une synthèse globale de tout ça. De chaque question, tu fais genre un bilan, tu tires des conclusions. Grâce à ça, tu connais par cœur, en tout cas sur le bout des doigts, ton avatar client. Et plus tu le fais sur un volume de clients qui est gros, plus du coup la data va être précise. Et du coup, tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus dans ton marketing, ton copywriting, etc. etc. Ok. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'avais noté une autre question qui était un peu par rapport au fait de spéculer, au fait que c'était assez compliqué pour les personnes qui sont assez pessimistes et perfectionnistes, un peu comme moi, Ouais. tout ce qui est positionnement et tout. Mais je pense que tu as bien répondu juste auparavant, parce que la question avant était plus axée sur la mesure du potentiel, mais on est plus parti sur quelque chose de positionnement et autres. Ouais, Je 100%. pense que j'ai la réponse par rapport à ça. Mais j'avais une autre question. En soi, notre positionnement, il dépend quand même beaucoup de la situation concurrentielle de notre produit, non? Exactement. Ça veut dire que un positionnement change entre un produit qui est ultra concurrentiel et qu'un produit qui n'est pas du tout concurrentiel. Exact. Tu regardes tes concurrents. Il faut que tu en aies au début. Il faut pas être dans un océan bleu quand tu es débutant, je te conseille pas. Tu regardes tes concurrents et tu regardes ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Tu regardes sur quel canal d'acquisition ils sont. Ce qu'ils font de mal, en fait, un concurrent ne peut pas être parfait. Il y aura forcément des angles morts où il ne peut pas être parfait. Il peut pas tout bien faire à 100%. C'est impossible. Donc, ce qu'il fait de mal,
ce qui fait de pas bien, tu le reprends et tu le fais mieux que personne. Ça peut être le SAV, ça peut être la livraison, ça peut être l'expérience cliente, ça peut être le branding, on s'en fout, ça peut être tellement d'éléments. Tu reprends ce qui est inexistant chez tes concurrents ou très mal fait et tu le fais mais mieux que eux. Et tu te focuses que là-dessus. Et en fait, il y a tellement de clients, ta cible va tellement être large qu'il y a forcément un segment dans toute cette cible-là qui va vouloir et qui va prendre une intention d'achat par rapport à cet élément-là. Et en fait, si tu le fais mieux que tes concurrents, exemple, si tu es mieux que tes concurrents sur le SAV, tu réponds plus vite, c'est plus quali, t'appelles tes clients, il y a un numéro disponible, enfin, c'est quali de ouf. Il y aura forcément dans les millions de personnes qui représentent ta cible, une partie qui, eux, quand ils achètent, ils veulent avoir un SAV qui est clean. Ben, ces gens-là, ils vont pas se tourner vers tes concurrents, ils vont se tourner vers toi parce que tu es meilleur que eux. Donc juste, tu prends quelque chose qu'ils ne font pas, tu le fais mieux que eux et tu auras forcément des clients qui vont venir vers toi. Ok, bah écoute, c'est ultra clair. Simple, efficace. Ok. J'ai juste aussi une petite question par rapport à la corrélation entre l'identité visuelle et le positionnement. Je t'explique un petit peu mon point de vue. Inconsciemment, mon identité visuelle et le positionnement. Inconsciemment, mon identité visuelle, j'irai plus vers quelque chose qui me correspond en fait. J'ai l'impression que c'est un peu la même erreur que la plupart des gens font quand ils créent un business, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui leur correspond et pas qui correspond au client. Ma question c'est, est-ce que l'identité visuelle, on doit vraiment être comme tout notre business, et tout notre positionnement et tout, faire quelque chose qui correspond à notre client et pas qui nous correspond à nous, ou en soi, on peut se faire plaisir et faire quelque chose qui nous correspond, ou c'est intéressant de mettre ce positionnement, de rendre cette connaissance de notre avatar client, ce positionnement, l'angle marketing, comment on parle à notre client, dans l'identité visuelle. Intéressant. Quand tu crées un business, il y a 50% de va là où ça te fait kiffer, il y a 50% de on s'en fout de toi, c'est ton client. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui te passe son argent. Donc c'est lui qui fait vivre ton business. Là où c'est toi qui vas devoir prendre la décision, tu ne penses pas au client, c'est sur quel produit aller, sur quelle niche aller. Tu vas là où ça te fait plaisir, toi. Sinon, tu ne vas pas prendre de plaisir, tu ne vas pas être productif. Sur les canaux d'acquisition, très souvent, tu vas là où tu prends un kiff. Fais pas du meta-ads si t'aimes pas meta-ads et toi, tu es plus du style parler avec des influx, collaborer, négocier, etc. Bah, du coup, va sur du marketing d'influence. Donc, sur tout ce qui est canaux d'acquisition et sur tout ce qui est choix de la niche, du produit, du business model sur lequel tu te positionnes, c'est toi. Par contre, tout ce qu'il y a entre tout ça, c'est réfléchir à la place du client, éprouve de l'empathie. L'identité visuelle, c'est pas parce que tu aimes le bleu qu'il faut que tu mettes du bleu dedans. Ben non, si tu parles à, je dis n'importe quoi, mais une niche éco-responsable, tu vas pas mettre du bleu, tu vas mettre du vert. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque niche a son code couleur. Et c'est là, en fait, tu dois respecter les codes. C'est par rapport à ta niche, vois le code couleur de base qui est respecté, reprends-le. Et en fait, c'est pas tant tu te positionnes là sur l'aspect branding à ta cible, c'est pas tant par rapport à toi, c'est plus par rapport à la niche. Il y a des codes, tu les respectes. Un point, c'est tout. Ok, bah écoute, super intéressant parce que moi, pour être totalement honnête avec toi, inconsciemment, j'aurais fait l'identité visuelle, j'aurais fait quelque chose qui me correspond. Alors que, en fait, je me suis rendu compte récemment que faire quelque chose qui me correspond, ça a des limites. C'est ça. Sert à rien. Exactement. Ça a des limites et des fois tu réfléchis en mode égocentrique parce que c'est important. Des fois non, t'éprouves de l'empathie. Et des fois c'est ni empathie envers client ni égocentrique, c'est qu'est-ce que je dois faire. Genre là je suis sur une niche, il faut que je me plie à des règles de base et le branding c'est des codes à respecter. T'es sur la niche de la muscu, c'est pas le même code couleur que si t'es sur la niche de la cosmétique et c'est pas le même code couleur que si t'es sur la niche des chiens et des chats. Tu respectes le code couleur et du coup tu vas voir un petit peu les boutiques qui sont dans ces niches là, aux States, en France, etc. et tu reprends ce code couleur. Ok. Et à peu près dans la même thématique, sur l'incarnation du projet, si moi par exemple je décide de me mettre à la tête de mon projet comme tu nous conseilles de faire, et que je suis pas là mon avatar client, comment je peux faire pour que je sois quand même entendu par mon avatar client? Est-ce que je dois rentrer dans un rôle un peu de mon avatar client même si je le suis pas? Tu peux quand même être quelqu'un qui market un produit, être le fondateur de ton projet, te montrer sur internet, même si tu n'es pas comme ta cible. Exemple, Yomi. Yomi, multimillionnaire, il a créé plein de projets, entrepreneur à succès. Sa cible, c'est justement des gens qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat, qui n'ont pas d'argent. Donc le mec, il est à l'opposé de la cible à laquelle il parle. Et pourtant, c'est le numéro 1. C'est-à-dire c'est lui qui arrive à mieux lui parler, qui arrive à mieux l'acquérir, etc.
Donc tu peux ne pas être comme ta cible et pourtant super bien lui parler et casser le game en deux. Et Yomi, pourquoi il est autant bon alors qu'il parle à une cible qui est complètement à l'opposé de ce qu'il est? Parce qu'il la comprend. Il sait les mots à utiliser, il sait le contenu qu'elle souhaite, il sait en fait ce qu'elle veut, cette cible-là, et il lui donne. Et en fait, c'est ça. Même si physiquement, etc., t'es pas comme ta cible, si tu lui donnes ce qu'elle veut, et que tu lui donnes bien, et que ça fonctionne, noir, blanc, chinois, ce que tu veux, ça va quand même fonctionner. Ouais. Après, il y a aussi le fait que Yomi, il a quand même une position d'autorité assez forte sur les personnes qui sont débutantes. C'est qu'il Bien sûr. Il a de la social proof pour prouver. Moi, je me vois mal, pour être totalement honnête avec toi, je me vois mal, moi, jeune de 20 ans, qui vend un produit à des personnes, imaginons, de 50 ans, je me vois mal à prendre ce truc un peu d'autorité. Oui, il y a quand même des limites aussi là-dessus, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que c'est compliqué si t'es un mec qui fait de la boxe, t'as 18 ans, si tu vends un produit pour faire maigrir les femmes de 55, bon, ça dépend si t'arrives à baquer tout ça. Maintenant, tu peux être justement un infirmier libéral qui a 25 ans et qui est expert dans les compléments alimentaires, et du coup, tu peux vendre des compléments alimentaires pour les femmes de 60 ans. Parce que t'arrives, t'as ta blouse blanche et c'est ultra cohérent et crédible quand tu parles. S'il n'y a aucune crédibilité derrière, c'est compliqué. Si tu as de la crédibilité, ça peut entièrement le faire. Tu vois, tu peux faire de la boxe, être un mec de 25 ans et apprendre à boxer aux meufs qui ont 50 ans, tu vois. Parce que tu es crédible dans ce que tu es. Tu as gagné des titres, des tournois, tu as accompagné 400 personnes. Mais tu es un mec de 20 ans qui a envie de vendre un produit pour les gens de 50 ans et il n'y a pas de, comme tu disais derrière, d'autorité, de crédibilité. Oui, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Je suis d'accord. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve que tu avais super bien fait avec ton projet Green Migraine. C'est que tu n'étais pas, en fait, ce que moi, tu m'avais expliqué, c'est que tu n'étais pas l'avatar client. Non. Mais je trouvais que tu parlais à ton avatar client et tu te mettais dans la position de ton avatar client via comme ta si création de contenu, comme si tu l'étais. Et ce jour-là, je me suis dit, en fait, si tu n'es pas l'avatar client, d'où ma question, il faut que tu rentres un peu dans la création de contenu. Ouais, tu peux rentrer dans un rôle. Ah, mais 100%, mec. Tu peux faire genre que, je sais pas, t'as envie de parler à des millionnaires, tu l'es pas, fais genre t'es millionnaire. Tu vois, peut-être que tu vas être accepté par eux. Tu vois, t'as ce truc-là de oui. Je sais pas, t'as envie d'être. Et ça, c'est malheureusement les charlatans et les vendeurs de rêves. T'as envie d'avoir ce truc de crédibilité parce que je suis un coach. En fait, tu fais genre, t'as fait des millions alors que tu les as pas fait. Mais sauf que les gens vont penser que tu les as fait, du coup ils vont te faire confiance parce que tu es rentré dans un jeu de rôle. Des fois c'est malsain, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant oui, tu peux rentrer dans un jeu de rôle de je suis migraineux alors que je le suis pas, mais sauf que c'est une maladie qui est un peu invisible, du coup tu peux quand même mitonner un petit peu là-dessus. Du moment que tu comprends ta cible et tu lui parles bien, ça peut passer crème et du coup ça peut fonctionner, ouais, complètement. C'est pour ça qu'en vrai c'est du cas par cas, ça dépend des niches, de ton projet, etc. Ok. Du coup là on va plus passer sur l'offre. Une question que j'ai par rapport à l'offre. Comme tu le sais, comme tu nous le dis assez souvent pour les gens qui sont dans l'accompagnement, une bonne offre, c'est pas juste des promos, c'est aussi d'offrir des choses. C'est intéressant d'offrir à son client, quand il achète ton produit, des petites choses en plus qui rajoutent de la valeur perçue à ton produit et qui va faire que ton offre est aussi intéressante. Selon toi, sur le marché français, pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça? Parce que quand même, quand on analyse la plupart des sites que tu analyses, tu dis assez souvent que les gens n'ont pas ce type d'offre à offrir des choses. Ouais. Et à partir de quel moment on devrait implémenter cela? Parce que ça va quand même un peu niquer notre marge. Même si il y a des solutions pour ajouter de la valeur perçue, même si ça nous coûte rien, par exemple donner un e-book ou donner des informations qui nous coûtent rien et rajoutent de la valeur à notre produit. Mais voilà, mes deux questions, pourquoi les gens le font pas trop sur le marché français et à quel moment on l'implémente? Tu l'implémentes dès le début pour te familiariser avec cette offre-là. C'est pas obligé. Tu peux démarrer, et en vrai, oui, si ça prend du temps, en vrai, j'avoue, même le fais pas. Au début, tu peux juste avoir ton produit, simple. Dès que les gens sont là, tu peux créer une offre irrésistible. Donc, tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu peux aussi le faire au début. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En vrai, si, les gens le font en France, mais ça dépend les niveaux. Genre, les marques e-commerce, quand même, à succès, le font. Ils savent que ça fonctionne. Les Boku et tout ça, j'ai déjà vu qu'ils faisaient leurs produits gratuits. Les débutants le font pas parce qu'ils sont en retard, ils savent pas que ça fonctionne, ils savent pas comment le faire, ils le font mal, ils prennent pas conscience de ça. Mais non, t'es pas obligé de le faire dès le début, tu le fais vraiment dès que tu as une offre qui est validée, donc dès que tu as un product market fit, là tu peux commencer à créer des offres irrésistibles et surtout tester plein de trucs. Ça casse pas tes marges. Ça, attention, si tu le fais mal, ça casse tes marges, mais sinon ça les augmente.
Le fait d'offrir des produits, ça augmente la valeur perçue. Le fait que ça augmente la valeur perçue, tu peux augmenter le prix. Et du coup, bah, forcément, vu que tu augmentes le prix, là, ça devient plus rentable pour toi. Bien sûr, ça dépend. Si tu as des produits qui te coûtent rien, comme des e-books, let's go. Si tu as un produit qui te coûte 15 balles, tu le rajoutes, c'est un peu compliqué. Donc tout dépend, mais ça peut même faire augmenter tes marges, augmenter ton taux de conversion, augmenter ta valeur perçue. Tu peux le faire dès le début, mais c'est pas obligé. Et la majorité des débutants ne le font pas parce qu'ils savent pas que c'est irrésistible et ils partent du principe que en fait la majorité des gens ils vendent comme en 2017 des grosses offres, des gros timers, un produit acheté, un produit offert, moins 40% sans justification. Et en fait les gens ne comprennent pas qu'en 2025 les consommateurs et la façon de consommer a changé, du coup la façon de vendre doit changer aussi. Ok, bah écoute, c'est clair. En fait, je pense la fausse pensée que j'avais, c'est que ajouter des produits et puis faire ce type d'offre, ça allait baisser nos taux de Ça dépend marge, comment tu le fais. Non. En vrai, si tu le fais bien avec des bons produits, ça peut augmenter même tes marges, hein. C'est pour ça que c'est vraiment des offres irrésistibles. On parle d'offres irrésistibles pour le client, mais aussi pour toi en tant que marque. Il faut que ça soit encore plus rentable, tu fasses plus d'argent, plus de conversion. Ouais, totalement. Après, je pense que c'est indéniable, il y a quand même des trucs, par exemple, sur la logistique, par exemple, sur tout ça, ça peut être quand même compliqué, tu vois. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tu passes d'un produit à 3 produits. Imaginons tes Space Good, ouais, tu dois quand même... bien sûr. Logistique, c'est quand même des... Faut avoir un seul agent qui s'occupe de tout, parce que tu as des fournisseurs à chaque fois qui sont pas coordonnés au niveau des trucs, ça peut être chiant, je suis d'accord. C'est pour ça qu'au début en dropshipping, c'est peut-être pas l'idéal, mais dès que tu commences à avoir un agent, etc., lui, il peut s'occuper de tout, là, ça peut être un peu mieux. Ok. Du coup, là, on va partir sur la dernière thématique. Je vais aussi m'expliquer pourquoi j'ai décidé de pas aller sur d'autres thématiques. Du coup, la dernière thématique, c'est la création de contenu. La raison pour laquelle je suis pas allé sur les trucs comme scaler en ads, Facebook ads et tout, c'est que moi, je me considère pas assez bon dans ce sujet. Oui, pour en parler. Tu vois. Personnellement, j'ai toujours pas scalé en ads. J'ai jamais lancé d'ads. Ça veut dire que voilà, j'aurais pas forcément les. Je pense que de toute façon, la majorité des gens qui regardent la vidéo n'ont pas scaler en ads. Ouais, je pense donc ça va. Mais les gens ils aiment bien qu'on parle des ads, je sais pas pourquoi. Ouais, mais on va parler que des trucs où le moment présent. Si tu regardes cette vidéo, c'est que là, t'es là-dedans, c'est ça qu'il faut que sur quoi il faut que tu te concentres. Exactement. Il faut savoir mettre ses priorités. Voilà. Du coup, concernant le tunnel de création de contenu en organique, Tofu, Mofu, Bofu, c'est pas censé être c'est pas une stratégie qu'on devrait appliquer dès le début, non? Parce que en soi, ton Mofu et ton Bofu, c'est à partir de quand que t'en as besoin de commencer à créer ce type de contenu? Au début, tu fais que du tofu comme tu as dit, donc tu le fais pas instant. Tu fais assez de tofu pour que tu commences à avoir de l'attraction, de l'engagement, des abonnés. Ça commence à prendre finalement. Des gens commencent à s'abonner à ton compte, à te suivre. Une fois que tu commences à avoir quelques dizaines de personnes qui s'abonnent à ton compte, quelques centaines, ça y est, là tu commences à faire du mofu bofu. Tant que t'en as pas quelques centaines, tant que t'as pas de traction, mais pareil, c'est du cas par cas, c'est-à-dire là c'est pas ingénieur, il faut que ça respecte cette règle. Non, c'est tant que t'as pas d'attraction, tu fais que du tofu. Dès que tu commences à en avoir, c'est là où tu commences à faire du mofu. Dès que tu commences à encore plus avoir d'attraction, là tu commences à faire du bofu. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est difficile, comme à peu près dans tout, hein. Le problème, c'est que quand on répond à ce genre de questions, on fait des généralités. Ouais, c'est ça. C'est cas par cas. C'est cas par cas. C'est pour ça que, en vrai, je sais que ce genre de questions, c'est un peu compliqué d'y répondre. Mais en fait, en tout cas, faut retenir que tu le fais pas au début, tu le fais quand il y a de l'attraction. Et de l'attraction, c'est pas une vidéo à 2000 vues. C'est vraiment quand t'arrives, il y a de la notification sur Insta, il y a de la notif sur TikTok à devoir traiter parce qu'il y a des gens là qui commencent. Là, il y a de l'attraction sur ton compte. Tant qu'il y en a pas, tu fais que du tofu. Dès qu'il y en a, mofu bofu. Ok, mais par exemple, pour donner un exemple plus concret, imaginons, moi je fais mon contenu tofu tous les jours, voilà, je fais plein de contenu. Là, bam, j'ai un contenu qui perce, qui fait, je vois en un jour, il a fait 50 000 vues, ça commence à bien prendre. Là, il faut que directement, le lendemain, je commence à implémenter du mofu et du bofu, c'est ça? Tu vas tranquille. En fait, au début, tu commences par un petit peu de mofu, tu capitalises un petit peu sur le tofu. Tu vois que ça commence à prendre, tu te familiarises, ok, tu sais que maintenant c'est pas que tofu dans ta création de contenu, il faut rajouter le mofu. Dès que là c'est bon, tu as bien réussi à implémenter tout ça, là tu commences à mettre du bofu. Tu vas step by step. Ok, mais on pourrait faire un peu cette généralité de dire que en soi, tant que t'as pas eu ta première vidéo qui a percé, ça sert à rien de faire du mofu. Ah oui, ça sert à rien, bah bien sûr. Ok, bah alors parfait.
Ouais, j'ai une question par rapport au fait de créer du nouveau contenu. Euh, Toi, tu conseillerais quoi au niveau de, des itérations de toi ce que tu as envie de faire que tu sais pas qui marche et ce que tu reprends du marché qui est approuvé comme étant fonctionnel et qui a bien marché sur le marché. Je me répète, en gros, c'est quoi le pourcentage de contenu que tu lances qui a déjà marché et que tu reprends et que tu mets un peu à ta sauce, le contenu que tu lances qui est juste sorti de ta tête, peut-être Ouais, inspiration de par-ci par-là, mais t'as aucune data pour baquer si ça a marché ou ouais. pas, et le contenu qui est de l'itération du contenu qui a déjà marché. Déjà, au début, c'est 100% de ce qui a déjà fonctionné sur les réseaux. Rien qui sort de ma tête. Je réinvente pas la roue. 100%. Dès que ça a commencé à bien fonctionner, il y a un contenu qui a bien cartonné. 80-20. 80% de mes contenus, c'est je répète ce qui a fonctionné. 20%, c'est je teste des nouveaux trucs. Quand je teste des nouveaux trucs, c'est ça, il n'y a pas forcément de pourcentage. C'est si moi j'ai une idée qui me vient, je la teste. Sinon, je me calque sur ce qui a déjà fonctionné. Ok. Et quand tu te calques sur ce qui a fonctionné, à quel point tu dois recopier? Alors je sais que toi t'es pas du tout partisan et puis moi non plus. Puis je pense que c'est pas du tout bien d'être Copier-coller un partisan contenu? de copier-coller un contenu, de publier exactement le même contenu. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que les gens qui vont vraiment dans l'analyse du contenu, à chaque seconde, ok, la personne a fait ça, 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 et au final refont exactement le même contenu, mais Mais eux. ça, moi, j'aime bien. Quand je dis copier-coller, c'est. Genre, tu sais, tu reprends la créa et tu la. Genre, c'est même pas toi, tu l'as fait, tu la mets. Ouais, ouais, totalement. Ouais, Ah, ça voilà, c'est le truc à pas faire, c'est ça. non. Par contre, reprendre plan par plan, pardon, et refaire chez toi le content, ah non, mais moi, je suis de la team, moi, je suis de cette team-là complètement. Au début, tu reprends ce qui marche à l'identique, tu le refais direct. Mais que ça soit pour la création de contenu, que ça soit pour le site, que ça soit pour tout. Tu refais ce qui a déjà fonctionné. Mais tu le refais à l'identique. En fait, c'est ce qu'on appelle ça retranscrire. C'est tu le retranscris, c'est tu le prends et tu l'adaptes à ton positionnement, à ton produit, quoi. Mais tu le reprends vraiment plan par plan. Ouais. Plan par plan. Mais je pense aussi, c'est ça aussi un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui reprennent du contenu qui a marché, mais en fait qui le copient. C'est un peu bizarre parce qu'il y a un peu la confusion du copier-coller, ça c'est un truc qu'il faut pas faire, reprendre le contenu Ouais. exactement, mais qui reprennent le contenu et qui ajoutent des choses, et en fait je pense que les choses qu'ils ajoutent font que le contenu au final marche pas, qui vont enlever des choses, qui vont le faire un peu à leur Ouais, sauce. non, tu reprends, tu te casses pas la tête. Et Ok. mec, c'est ce qui s'est passé moi avec une autre personne que j'accompagne, Charles. Au début, depuis le début, il se casse la tête en organique. Ça fonctionne pas. Mais genre, quand je te dis que ça fonctionne pas, c'est il fait juste quelques centaines de vues par contenu. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, mais j'essaye de créer moi-même, ça prend du temps, j'aime pas et tout ça, ça n'a pas de résultat. Et je dis, tu sais quoi, je vais te passer 6 contenus. Je te passe les liens, tu les refais plan par plan, mot par mot, tu les traduis parce qu'ils vont être en anglais. T'as 48 heures. Là, c'était ce week-end, hein. Je lui passe les 6 trucs, il me les refait. Ça, c'est les meilleurs contents de son compte. Là, il a commencé à les poster. Lundi à 18 heures, il m'envoie un message parce qu'il avait posté à midi. La vidéo, elle a déjà fait 1500 vues, alors que toutes ces autres vidéos ont fait 50 vues, 100, 150 vues. T'as juste à reprendre ce qui marche. Tu Mm. refais. Et en fait, il a fallu que je fasse ça avec lui, cet exercice, pour lui péter cette barrière psychologique. Mm. Et tu Ok. reprends. Ok. Bah écoute, parfait. Euh, Ma dernière question, c'est par rapport au scaling en ads. Je sais que toi, tu conseilles de scaler en ads pour les personnes qui ont un product market fit, mais concrètement, euh, quand, c'est quand qu'on doit se lancer en ads en fait? C'est quand que on a ce truc, on peut dire, ok, là, j'ai mon product market fit. Je sais que c'est une question un peu généraliste. Je veux pas Ouais, non, forcément que non, tu fasses en de vrai, non. généralité, mais si tu peux me donner un exemple pour que je Ouais, puisse. 100%. Il y a des critères à respecter quand tu scales. Alors, première chose, c'est est-ce que tu as réussi à faire 2-3 ventes par jour, tous les jours, pendant 10 jours d'affilée? Sinon, bon, on essaye de pousser un peu plus. Si oui, ok, il y a une traction. À l'heure actuelle, ça se passe bien, on peut passer à vitesse supérieure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le budget. Est-ce que tu as assez de budget pour scaler en ads? Alors, ça veut dire quoi, assez de budget? Honnêtement, si t'as même pas 1000 balles pour juste le scaling en ads, non, on continue en organique pour se mettre un peu plus de budget. Troisièmement, c'est au niveau du fournisseur. Est-ce que tu as assez de stock pour scaler en ads? Est-ce que
tu vas devoir continuer à faire du stock à envoyer à la mano toi-même ou est-ce qu'on peut commencer à faire du dropshipping avec ton agent parce qu'on lui aura prouvé qu'on avait un produit qui fonctionnait. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est est-ce que tu as un site qui convertit assez bien. Si tu as un site qui convertit pas, tu n'as pas d'offre irrésistible, tu n'as pas un site qui est scalable, on améliore justement ce point-là. Tant que tu n'as pas les 4 points qui sont validés, tu ne scales pas. Dès que les 4 points sont validés et que bien sûr, tu as le tracking qui est prêt, les KPIs, l'API de conversion, le pixel, etc. Let's go, tu scales, on y va et to the moon. Ouais, mais je comprends totalement, mais par exemple, j'ai un peu de la peine avec ce que tu dis souvent par rapport aux 2 ventes par jour sur un certain temps. Parce que, en fait, moi, j'arrive pas à me positionner parce que je me dis, une personne qui vend un produit à 65 euros, une personne qui vend un produit à 50 euros et une personne qui vend un produit à 150 euros, elle va pas le faire le même nombre de ventes, tu vois. Mais là, c'est pas sur le CA, c'est pour ça. En fait, nous, on parle pas sur le CA, on parle sur comme justement le nombre de ventes. Mais en vrai, même si tu vends un produit à 60 balles, si tu le vends bien, tu peux vendre plus qu'un mec qui vend à 15 balles. Faut pas tomber, tu vois, dans le syndrome de plus c'est cher, plus c'est compliqué à vendre. Alors, des fois, c'est l'inverse. C'est plus c'est petit, plus tu t'adresses à une cible qui est pauvre, qui est chiante du coup, et du coup, bah, plus tu peux avoir un taux de conversion catastrophique. Donc, c'est pas relié au prix, tu vois. Très souvent, c'est juste relié à quel point tu es bon dans ta façon de vendre le produit. Si tu le vends bien, 60 balles, 70 balles, 100 balles, 15 balles, ça va fonctionner. Ok, du coup, on peut vraiment se permettre cette généralité en disant... Ah oui, bah, tu sais que nous, la majorité des gens qui arrivent à faire dans le programme entre 2-3 ventes par jour tous les jours, bah, c'est du minimum 50 balles de panier moyen. Et c'est plus sur du 70, tu vois, comme on disait au début. Et ça fonctionne. Bah écoute, parfait. Je pense que tu as répondu à toutes mes questions et puis j'espère que ça aura bien aidé les personnes qui ont Ouais, je regardé cette pense, vidéo. mec. Je pense de ouf. En tout cas, c'était trop bien. Est-ce que, et c'est ma dernière question, après on clôture là-dessus, Sven, tu conseilles aux débutants qui galèrent à l'heure actuelle à créer leur première marque e-commerce de rentrer dans le programme Stay Focus et de nous rejoindre? Oui, je conseille aux débutants de nous rejoindre, mais je vais dire quelque chose. Je Allez. conseille aux débutants qui sont alignés avec notre courant de pensée. Ouais. Si c'est des personnes qui, pour des raisons X, Y, Z, ils préfèrent faire du mass testing et ils préfèrent dépenser plein d'argent, ils ont plein d'argent à dépenser dans le testing, même si moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est pas intéressant, qu'ils aillent avec quelqu'un qui fait du mass testing, qui viennent pas dans une formation qui leur correspond pas. Je pense que quand tu regardes une formation, il faut regarder si elle est alignée avec toi financièrement parlant. Ça veut dire que la stratégie en organique et la stratégie pour pouvoir tester son produit qui est la plus financièrement friendly, entre guillemets. 100%. Et si au niveau du temps, de l'implication que tu dois avoir dans ton produit et tout, ça te correspond. Si en regardant les vidéos de Sofiane, t'as pas l'impression que ça te correspond, bah prends pas un accompagnement avec Sofiane. Mais par contre, si 100%. comme moi et beaucoup d'autres, tu regardes la vidéo, ça te parle, et puis même au niveau financièrement testing de ton produit, c'est quelque chose qui est intéressant. Pars avec lui, il va pas faire la connerie de parce que quelqu'un il a une promesse de faire je sais pas 15 000 balles en 3 mois, une promesse qui ne sera jamais accomplie. Fais pas la connerie de partir sur quelque chose juste parce qu'on t'en a mis plein les yeux et quelque chose que tu pourras pas assumer parce que tu auras même pas l'argent pour pouvoir faire le mass testing et tout le testing en ads qu'ils vont te demander de faire, tu vois. 100%, mec. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Bah, dans tous les cas, si jamais vous êtes intéressé, vous êtes aligné avec ça, déjà regardez toutes les vidéos sur YouTube. Et après, bah, prenez un call. Dans tous les cas, le lien est en description. Merci à tous, à très vite et bonne journée à tous. Ciao!